tirer la sonnette d'alarme. Le problème, c'est que chez les économistes aussi, ils se développent sous l'influence de ces une pensée unique et une seule manière de voir les choses. Comme tu disais, c'est qu'on ne remet pas du tout en cause le fonctionnement de base du système. On part du principe que l'accumulation capitaliste et donc la recherche du profit éventuellement à court terme et de la spéculation est une bonne chose. On part du principe que si les États laissent les marchés fonctionner tranquillement, sans les réguler, ça fonctionnera bien. Donc on est aussi, il faut le dire, sous une idéologie qui a... On est plus simplement sous des théories qui influencent les hommes politiques plus ou moins. On est aujourd'hui, depuis les années 80, ça date de 79, l'arrivée au pouvoir en même temps de Thatcher, de Reagan, de Kohl, dans les différents grands pays européens, qui ont tous des conseillers qui sont ultra-libéraux. On est arrivé à un moment où on n'est plus dans un système de théorie, on est dans un système d'idéologie, effectivement. Et la confiscation du pouvoir, au sens où on a commencé à nous matraquer, à nous dire qu'il y avait une seule manière de penser, effectivement, elle date de là. Et c'est concomitant avec la construction de la monnaie unique. C'est pas pour rien qu'en 92-93, quand on signe le traité de Maastricht, on est déjà parfaitement dans cette pensée-là. Il le dit d'ailleurs, c'est une des premières phrases du film. Il dit, ces gens-là, qu'on va voir, ont participé à la construction de la pensée unique, qui aujourd'hui... Non, Trichet, il n'est qu'un des acteurs de cette pensée unique, mais c'est pas lui qui a établi tout ça. On peut dire à ce moment-là que c'est certains économistes qui ont influencé. Et aujourd'hui, le gros problème, d'accord, c'est que dans les facs d'économie depuis 25 ans, on enseigne qu'une chose. C'est la pensée libérale. Et moi, si je peux me permettre en tant qu'enseignant, je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à enseigner. Ce que je dois enseigner, c'est les sciences économiques et sociales, parce que le nouveau programme qui rentre à l'œuvre, là, et qui a été fait par le précédent gouvernement, consiste à faire en sorte. Je n'ai plus de marge de manœuvre pour expliquer aux élèves d'autres formes de pensée. On me demande aujourd'hui d'enseigner séparément l'économie et la sociologie, surtout pas mélanger. D'expliquer les causes libérales du chômage, mais surtout pas les conséquences sociales du chômage en même temps. On me demande, il n'y a plus Marx, il n'y a plus Bourdieu. C'est presque un gros mot. Enfin, je veux dire, et il est là le problème aussi. C'est que ça fait des générations qu'on forme des étudiants en économie avec un seul modèle de pensée. Essayez d'aller faire une thèse sur l'économie du développement. Vous allez voir si vous allez trouver un directeur de thèse et si vous allez trouver des finances pour... Par contre, si vous faites une thèse sur un modèle mathématique permettant d'améliorer les supercalculateurs, là, vous avez tout l'argent que vous voulez pour faire votre thèse, vous avez un bon d'or, vous avez un tout. Je peux préciser que les thèses sont financées de plus en plus par le privé. Oui, il ne faut pas s'étonner de la chose, y compris la recherche, qu'elle soit CNRS, public ou même privé, mais que ce soit CNRS ou l'université. Il n'y a plus d'argent pratiquement donné pour les laboratoires. Il faut aller faire passer des contrats et les récupérer comme on veut. Et quand on passe des contrats, quand on reçoit de l'argent d'un privé, il n'est pas question de faire un travail qui ne correspond pas à ce qu'il souhaite. On en est là, donc tout ça est logique. Ça sert à qui? Ça sert au profit. Coca-Cola paye les écoles. Le capitalisme financier néolibéral d'aujourd'hui est mortifère écologiquement, démocratiquement et financièrement. Et l'autre problème, c'est comment est-ce qu'on va changer de société pour une société plus coopérative et humaniste. Je suis convaincu, moi, que le capitalisme d'aujourd'hui, qui nous a porté, il y a 25 000 ans, il y a 10 000 ans, stimulé peut-être, mais aujourd'hui, pour moi, dans ma tête, c'est non transformé, possible. Moi, je voudrais pas... il y a quand même des choses qui se sont passées très importantes en septembre-octobre et qu'on a laissé en tant que citoyen passer aussi. Et là aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a pu être plus nombreux à manifester, quoi. On se retrouve avec un traité, nouveau traité européen. Alors avant c'était 3% du PIB que le déficit budgétaire ne pouvait pas dépasser. Ben maintenant, c'est 0,5%. Ça, toute
puis avant, c'était quand on dépassait les 60% d'endettement public, on se mettait d'accord avec les autres pays européens, mais bon, comme ils étaient toujours à peu près dans la même situation que nous, bon, on arrivait comme ça. Maintenant, non, on a créé un mécanisme européen de stabilité. Allez voir ce mécanisme européen de stabilité. C'est pas un traité, c'est un contrat que les États européens ont signé avec un organisme qui a des capitaux privés. Alors, je n'ai pas réussi à fouiller, mais je pense que certains vont le faire et que ce serait très étonnant qu'il y ait Goldman Sachs qui ait des intérêts dans le mécanisme européen de stabilité. Et vous savez quoi? Ils ont obtenu que les gens qui travaillent dans le mécanisme européen de stabilité, ils ne payent aucun impôt, ils aient le statut de corps diplomatique, qu'ils n'aient pas de compte à rendre, etc. Et c'est eux qui vont venir nous imposer, parce que maintenant c'est la règle d'or, vous savez, c'est inscrit dans notre... Alors nous on a échappé à la Constitution, mais c'est inscrit dans notre loi, c'est une loi organique. Ça veut dire que si jamais on ne respecte pas ça, eh bien le mécanisme européen de stabilité peut venir intervenir dans notre système, dans notre démocratie, dans nos choix de citoyens. On ne peut plus dire que l'on veut augmenter le budget de l'éducation nationale, ou le budget de la culture, ou le budget de la recherche. Et ce qu'on a créé, ce mécanisme européen de stabilité, qui a été signé par ce traité, ce pacte budgétaire, c'est un organisme de droit privé. Et les États européens ont signé un contrat. C'est la première fois, j'ai lu tous les traités européens, c'est la première fois que ce n'est pas marqué traité. Les États s'engagent par ce contrat. C'est incroyable, c'est pas dur à lire. C'est écrit en... c'est pas dur à lire. Et c'est clair, quand on le lit, on dit, mais c'est pas possible. Et après, on dit qu'ils nous seront imposables sur rien. Pas d'impôt. Pourquoi pas équilibrer de toute façon, hein, donc voilà. Pas d'impôt. Ils sont redevables de rien, devant aucune cour de justice, puisqu'ils ont le statut de corps diplomatique international. Le truc a été créé que pour eux, hein, ça n'existe pas, ça. Voilà. C'est incroyable, mais c'est facile à lire. Hein. Ça fait 4 pages. Je pense que si plus de gens, si on avait pu organiser des lectures, etc., si plus de gens étaient au courant, il y aurait peut-être plus de gens qui auraient dit mais il ne faut pas signer ce pacte budgétaire. Mais bien sûr, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le problème, c'est que là, on a une collusion aussi avec les grands médias. Ouais, là aussi. L'éventuelle sortie de la Grèce de l'euro, notre pays est un détricotage de la zone euro. Qu'est-ce que tu penses de ces enjeux-là? Moi, je pense que l'euro est un bon outil, mais qu'on n'a pas fini de le faire. C'est comme si tu disais, bon voilà, j'ai besoin d'un couteau pour couper ma viande, je commence à l'aiguiser, bon finalement j'y arrive pas, tant pis je le jette, je m'emploie ma viande. Non, l'euro est un bon outil. Les règles qu'on s'est mis sur le dos pour faire l'euro ne sont pas des bonnes règles. Mais l'euro, la monnaie unique, est un bon outil, à condition de prendre le temps de parfaire ces règles. Et pour moi, parfaire ces règles, on ne peut pas avoir de monnaie unique lorsque l'on n'a pas un budget en commun, lorsque l'on n'a pas des règles fiscales en commun, des règles sociales en commun. En fait, à force de refuser de le faire, on est en train de voir l'Europe qui fait, on fait une union fiscale, une union budgétaire, une union sociale, mais uniquement par le bas, par le moins-disant social, par celui qui offre le moins. Alors qu'on a le choix de faire une Europe par le haut. C'est vrai qu'il faut des règles pour qu'une monnaie unique fonctionne et apporte tout ce qu'elle doit apporter en termes de croissance, d'emploi, de développement, etc. Il faut que les pays se ressemblent. C'est un peu logique. Enfin, c'est une communauté de destin, une monnaie. Donc il faut un minimum de cohérence. Donc il faut mettre des choses en commun. Y compris des choses comme la fiscalité. Mais on est libre de faire une monnaie, on est libre de faire une Union européenne par le haut. Mais je ne suis pas sûre. Je pense que les grandes banques actuellement spéculent pour l'éclatement de la zone euro. C'est ce qui leur rapporterait le plus et c'est là que nous avons le plus à perdre. Il faut absolument, à la limite, je pense qu'il faut plutôt dire non au remboursement de la dette et oui à l'euro. Personnellement, c'est un peu par ça, vers là que j'irais. Mais est-ce que l'Europe fédérale serait pas une solution à tout ça? Alors, fédéralisme, confédéralisme, tout ça, il y a plein de solutions. Abandonner le patrimoine national qui impose tout. Il faut aller vers un
budget déjà en commun. Il faut aller donc vers, forcément quand on a un budget en commun, il faut aller vers des instances politiques en commun, parce que voilà, donc il faut aller vers une forme, que ce soit, il y a plein de solutions différentes. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une confiscation du pouvoir qui existe depuis longtemps et qui est catastrophique, c'est la Commission européenne, élue par personne, qui a beaucoup plus de pouvoir que le Parlement, qui n'en a quasiment aucun. Ça, c'est une des plus grosses spoliations, effectivement, du pouvoir. Aux États, des trucs dont on ne gère rien. Non, on gère rien. Enfin, encore une fois... Quand la Commission européenne décide que le lait sera par le litre, s'il y a surproduction... Ouais, encore une fois, on décide aussi par la manière dont on vote, et on décide aussi collectivement, les États européens peuvent demain écrire ensemble un traité qui dit exactement l'inverse, qui dit que la Commission européenne c'est qu'une instance technique qu'on va prendre son avis et c'est tout, et que ça sera le Parlement européen qui votera le budget de l'Europe et qui votera les voilà. Je veux dire, aussi, on est nous, citoyens, et quelque part, c'est aussi en disant que si on part du principe que ça existe, c'est immuable, et qu'il faut tous mettre la tête dans le sable et courir au supermarché du coin pour consommer le plus possible en attendant que ça pète, ça va péter. Ça, c'est sûr. C'est peut-être la solution. On a aussi quand même, enfin, je veux dire, on ne connaît pas de moments comme ça où ça ne se fait pas aussi avec des drames. Mais aussi individuellement, hein, enfin, je prends quelque chose que quelqu'un raconte tout le temps, c'est Jacques Descamps, vous connaissez. Il dit toujours, quand vous avez une fuite d'eau chez vous, d'accord, vous épongez, d'accord. Mais si vous faites qu'éponger et que vous ne coupez pas la fuite, vous allez éponger pendant des années, des années, des années. Donc il faut couper la fuite. Donc il faut couper le robinet de la finance mondiale. C'est déjà la première chose. Quand quelque chose ne va pas, il faut aller à la source. Et ça, on peut tous faire quelque chose là-dessus. Hein. On peut tous s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre monnaie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent. On peut aller placer son argent dans une banque qui ne spécule pas du tout. La nef, par exemple. Uniquement la nef, par exemple, bien sûr. De Jacques Descamps, justement. Mais il y en a d'autres, c'est celle de Jacques Descamps, mais on peut aussi réfléchir à ça. L'économie solidaire, exactement. On peut aussi réfléchir à, quand on dit qu'est-ce qu'on veut faire dans notre monnaie, c'est aussi toute la réflexion qui est menée, et ici aussi, hein, il y a des gens qui réfléchissent autour de la communauté de la commune du Pôle-Asie-Provence, à créer des monnaies locales aussi. Une monnaie qui ne sert à circuler et à échanger que sur un territoire donné en complément de l'euro, mais donc on supprime le côté spéculation de la monnaie. On peut même aller très loin, ces monnaies, elles peuvent même être fondantes. C'est-à-dire que si vous ne les dépensez pas rapidement, exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut conserver sa monnaie pour qu'elle garde, pour qu'elle prenne de la valeur en la plaçant, etc. C'est ça. Si on supprime cette fonction, elle n'existait pas au départ hein, comme fonction. C'est quelque chose que le capitalisme a rajouté sur la monnaie. Hein. La monnaie, ça servait à quoi? Ça servait à faire les comptes, à parler de la même chose, voilà, tes carottes, tes patates, tout ça, bon, on donne un prix, voilà, ça permet d'échanger. Et puis ça permet l'échange. C'est plus facile que de trouver la personne qui veut exactement vos carottes quand vous avez les patates. Voilà, c'est tout. C'est ça la monnaie depuis la nuit des temps. Régulateur de troc équitable. Et on a rajouté par-dessus le fait que la monnaie devait être détenue pour elle-même, qu'elle allait générer de la valeur. Et donc du coup il ne fallait pas qu'elle en perde de valeur. C'est pour ça qu'on lutte contre l'inflation. Tout vient de là, cette idée qu'il faut que la monnaie génère par elle-même de la valeur. Donc on peut faire aussi d'autres choses de notre monnaie. Et là, les pays qui font le plus d'autres choses de leur monnaie, c'est les pays qui ont traversé les plus graves crises. Je vous parlais des pays d'Amérique latine qui